Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, c'est DVD Pro Catch. Vous savez la chanson, je vais directement m'attaquer sur le PPV 2014. Voilà, sans trop vous faire tarder, je vous montre directement. Mais ça, bien sûr, ce sera pour les autres années, même s'il y en a qui m'en manquent directement. Extreme Rules 2014. Oui, avec le match entre Kane et Daniel Bryan dans un match où les règles sont tout permis et qu'il y a une table qui prend feu à la fin. Voilà, donc, visualisation un peu banale, mais pas mal. Et derrière, tous les photos. Saut de Daniel Bryan, attitude d'ajustement de John Cena sur Bray Wyatt, le saut de Seth Rollins contre Randy Orton et Triple H alors qu'il y avait Dean Ambrose. Après encore Daniel Bryan et Kane. Il est en français, il dure 2h03. Voilà, ça j'ai pas besoin de vous faire rappeler. Et que je vais passer directement à la carte du match. Allez, s'il te plaît. Oh là là, qu'est-ce qu'il me fait aujourd'hui? Ah voilà. Donc, tout d'abord, le match qui ne figure même pas dans la carte principale du show, mais qui fait toujours partie du show. Donc, El Torito contre Hornswoggle. Oui, un match entre deux hommes de petite taille. Et que la stipulation, c'est un WLC. Donc, on va dire un match où tout est permis. Ouais, parce que WEELC, enfin LC, ça veut dire tout est permis, quoi. Donc, un match extrême pour les gens de petite taille. Bien sûr, Hornswoggle, il était accompagné par The 3MB, donc on n'a qu'à appeler ça The Mini 3MB. Oui, c'est associé au 3MB parce que il a aussi ce côté rock'n'roll, Hornswoggle, vu comment c'est fini maintenant le côté bonheur irlandais de la part de Hornswoggle. Maintenant, c'est être un rocker. Et qui s'associe à Heath Slater, Jinder Mahal et Drew McIntyre. Tandis que El Torito, il a toujours ses fidèles, on va dire, maîtres, Fernando et Diego. Et si je crois bien, c'est... vous allez peut-être dire oui, mais non, c'est pas possible. Mais je crois que c'est Primo et Pico. Il me semble, hein, parce que vu comment il m'a l'air qu'ils ont les presque prises quasi similaires. Ah, c'est peut-être un gros mystère. Et que je me rappelle que même les gens de grande taille n'ont pas hésité non plus à se battre. Donc les gens de grande taille, comme Drew McIntyre, Jinder Mahal et Heath Slater, et Fernando et Diego, ils n'ont pas hésité à se battre, tandis que les hommes de petite taille n'ont pas hésité à se battre aussi. Et que tout est fait en petit. Le petit annonceur, les 3 mini-commentateurs. Et ce qui est marrant, c'est qu'on nous présente les commentateurs, par exemple, Michael Cole, lui, on l'appelle Micro Cole. Jerry Lawler, lui, en petite taille, Jerry the Mini King Lawler. Et pour JBL, John Bradshaw Layfield, lui, c'est WBL. Peut-être pour Willie Bradshaw Layfield, peut-être. Mais voilà, quoi. Ainsi de suite. Et que... on va dire que c'était un match drôle. Hein. Certes, il faut encourager les deux superstars, malgré qu'ils sont pas très grands, mais qu'ils sont de petite taille et qu'ils amusent la galerie. Et qu'à chaque fois, des fois, il y a des petites courses-poursuites entre El Torito et Hornswoggle. Et en plus, ça a même eu lieu lors du Hall of Fame. J'aurais pu en parler dans le Hall of Fame. Hein, car je me rappelle qu'il y avait une mini course-poursuite entre El Torito et Hornswoggle. Et que c'est au moment où El Torito, il donne un sacré coup de boule avec les cornes sous les couilles de Jim Lawler. Enfin, de Jerry Lawler. Ouais, ça je me rappelle très bien, mais j'aurais pu en parler. Pas le temps, malheureusement. Et que, pour ma part, c'est victoire de El Torito. Il bat facilement Hornswoggle. Même si le reste a été dur, mais il a quand même battu. Et que en termes de armes, tout étant petit, chaise de petite taille. Encore un peu, on allait avoir une chaise de bébé, mais là, non, c'était pas une chaise de bébé. C'était une petite chaise, petite table, des petites échelles, faut dire des petits escabeaux, ça suffit. Ou sinon, tout est fait en petit, quoi.
pour ce match-là, je reconnais qu'il m'a fait beaucoup rire, mais c'est pas un des meilleurs matchs de la soirée. Donc pour ça, ben, je lui mets un 3,10. Pas parce que je n'aime pas ce genre de contenu de match entre deux hommes de petite taille. Non, c'est pas ça. C'est parce que, voilà, c'est pour le côté divertissement. Voilà. Et là, maintenant, c'est la carte principale. Oui, la carte principale. Match triple menace à élimination entre Cesaro contre Rob Van Dam contre Jack Swagger. Donc Jack Swagger toujours accompagné par Zeb Colter, vu comment Zeb Colter et Jack Swagger ne sont plus accompagnés par Cesaro, car Cesaro il a trouvé comme nouveau manager Paul Heyman. Donc oui, il s'est trouvé un nouvel agent, Paul Heyman. Et que on sait bien que Paul Heyman il fait toujours son entrée en disant Ladies and gentlemen, my name is Paul Heyman. Mon nom est Paul Heyman. Donc mesdames et messieurs, mon nom est Paul Heyman. Et que lorsqu'on parle de la victoire de Brock Lesnar lors de WrestleMania 30, eh ben, je me rappelle, il s'en est vanté chaque semaine. Hein. Donc à chaque fois, il s'en est vanté, il le disait même à voix haute, en disant que « My client, Brock Lesnar, beat The Undertaker à WrestleMania ». Donc il disait mon client, Brock Lesnar, a battu l'Undertaker à WrestleMania. Et ça, c'est tout le temps, chaque semaine. Hein. Que ce soit à Raw ou à SmackDown, il s'en est beaucoup vanté. Hein. Et que là, il nous présente le nouveau, peut-être participant, enfin, entre guillemets, celui qui va combattre Cesaro. Cesaro, lui qui a remporté la bataille royale à la mémoire d'André le Géant. Eh ben, il fait son entrée. Tout d'abord, la musique, c'était... Après, les... Ça, juste avant qu'il a le... Et bon, ça, c'était sa première thème d'entrée en tant que catcheur crédible solo. Et pourtant, quand on a quelqu'un comme Paul Heyman, on a forcément moyen d'atteindre des sommets. Eh bien, pas toujours le cas. Et malheureusement, Cesaro aura beaucoup souffert d'être cantonné en mid-card. Donc, il est tout le temps cantonné au mid-card. Et du coup, il n'aura pas, on va dire, le privilège d'atteindre le main event pour le titre mondial. Même s'il a tenté, il en a beaucoup tenté, mais qu'il a beaucoup perdu. Et que du coup, entre le match entre Cesaro, Rob Van Dam et Jack Swagger, ça va être un match plus basique. Et il va y avoir une élimination de Jack Swagger. Tout d'abord, Cesaro, il a la fâcheuse tendance à faire son superplex en rattrapant des cordes. Et ça permet à Rob Van Dam de faire son 5-star frog splash. Et après, ils peuvent utiliser des armes, des poubelles, des chaises, ce qu'ils veulent apporter de main. Mais qu'en face, faut pas trop prendre son temps. Parce que c'est vrai que quand Rob Van Dam prend beaucoup trop son temps, on se demande, ça y est, le catcheur va se dégager et il perd énormément de temps. Et ça va être le cas. Hein. Vu comment, si je crois bien, il s'est ramassé un coup de poubelle dans la figure, un coup qui voulait faire le 5-star frog splash, et du coup, Cesaro, il en termine avec le neutralizer. Donc c'est victoire de Cesaro. Ce match-là, 3,5 pour commencer. Et après, on a Kane, Kane non, on a Daniel Bryan qui se fait contrôler par le médecin pour voir s'il est encore apte à catcher. Il sera apte. Je vais peut-être vous faire revenir à ce moment-là, quand Daniel Bryan a remporté les ceintures du monde poids lourd de la WWE. Lors de lendemain de Raw, il avait une sacrée ovation, même quand Triple H et Stephanie McMahon se pointaient et que Triple H voulait avoir un match revanche face à Daniel Bryan, un match qui va avoir lieu en main event, alors que, si je crois bien, Stephanie McMahon et Triple H avaient ordonné à The Shield et aussi à Batista et Randy Orton, vu comment ils se sont associés, d'être là pendant le main event pour que tout se passe comme prévu. Et bien sûr, il va avoir lieu. Tout d'abord, c'est Randy Orton et Batista qui vont anéantir justement Daniel Bryan. Ils vont l'anéantir. Et c'est au moment où Triple H, il fait
on va dire son entrée, il voulait finir le travail, mais c'est là où la musique de The Shield retentit, et du coup, il y a un teasing, on s'impose face à l'autorité, et j'avais complètement oublié qu'il y avait Kane. Apparemment cet homme est transparent, alors qu'il est loin d'être si transparent que ça. Donc il était là, et que c'est au moment où Roman Reigns fait un spear sur justement Triple H, et que après il y a une sacrée, on va dire, bagarre générale entre l'autorité et le Shield, et du coup ça se voit que Daniel Bryan s'est trouvé des alliés. Donc en gros le Shield s'est rebellé face à l'autorité, et on va voir le match entre le Shield face à l'Évolution. Et que pour poursuivre entre Bryan, je me rappelle lors de l'épisode de SmackDown, il faisait une pause plastique avec Hulk Hogan, et après il part se marier et aussi partir en vacances en lune de miel, et c'est à ce moment où il s'est marié et aussi quand il était en vacances en lune de miel qu'il apprend le décès de son père. Alors il a su profiter ses vacances, mais après des vacances un petit peu tristes pour lui. On va pas se le mentir. Et que lorsqu'il est revenu, il était venu avec il était venu avec Brie Bella, avec sa ceinture. Et après on se rappelle que Stephanie McMahon voulait un peu les intimider. Donc ça se voyait qu'elle intimidait Daniel Bryan et Brie Bella. Et qu'après, ce fou, Kane, qui a repris son masque et a détruit Daniel Bryan en faisant 3 tombstones. Un où il n'y a pas de protection, donc à l'extérieur du ring. Même s'il y a des tapis de protection qui ne protègent en rien. Sur les escaliers en acier et à la fin sur la table des commentateurs. Donc il avait été très 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 affaibli à cause de ça. Et qui doit quand même combattre malgré la blessure qui le ronge. Et d'ailleurs il était réellement blessé au niveau du cou. Car on se demande, c'est peut-être pour ça que son règne n'a pas duré éternellement longtemps. Et que lorsqu'il se fait contrôler, Stephanie McMahon était encore là pour le faire chier. Faut dire, à l'époque, on avait envie de le dire, mais casse-toi, rentre chez toi, tu nous emmerdes. Tu nous emmerdes à force de nous casser les couilles. Alors lui, oui, quand je dis lui, Daniel Bryan, lui, ça se réponse en disant Stephanie McMahon, enfin Stephanie, casse-toi de là, tu vas bien. Et qu'après, elle disait à Daniel Bryan, vu comment Brie m'avait traité de plage, eh laisse-moi te dire un truc, ce sera toi qui seras the bitch of Kane, donc la plage de Kane. Donc si vous voulez une traduction encore plus vulgaire, vous avez peut-être compris, la pute. Voilà, tu seras la petite pute. Même si on préfère dire poliment, parce que c'est vrai que c'est assez exagéré, mais je le dis quand même parce que, n'ayons pas peur, il y a des mots beaucoup plus choquants que ça. Mais bon, un match suivant, où c'est un match handicap. Et on va parler de Alexander Rousseff. Oui, Rousseff tout court. Qui va affronter R-Truth et Xavier Woods. Donc tout d'abord, je me rappelle qu'il fait un match kick sur Xavier Woods alors que lui et R-Truth faisaient leur entrée. Donc il perd pas de temps, il les allume tous les deux. Et là, on nous le présente de lui comme la brute bulgare. Donc la brute bulgare. Même si il a un petit côté russe dans sa manière de prononcer les choses. Mais on sait bien que c'est un bulgare par excellence. Et en parlant de Lana, donc oui, il était accompagné par Lana. Et que si je me rappelle bien, Rousseff et Lana faisaient leur début lors d'un épisode de Raw le lendemain de WrestleMania, je crois. Vous avez vu comment elle disait Livronia, Livronia à chaque fois. Vu comment elle essaie de parler en russe, mais après, faut dire Lana, ce n'est pas une réelle russe. On dirait qu'elle a un côté russe, c'est parce qu'elle incarne la beauté russe. Mais sinon, ce n'est pas une réelle russe, elle est américaine. Et que on se rappelle qu'elle n'arrêtait pas de faire une promo à chaque fois où il faut, on va dire, se lever
par exemple, Américains, levez-vous et venez vous présenter vos respects envers Vladimir Poutine. Donc oui, montrer une photo de Vladimir Poutine sous le sol américain, c'est un seul moyen pour s'attirer les foudres de la guerre froide. Même si la guerre froide n'existe plus du tout. Maintenant, espérons qu'on ne va pas avoir une guerre en Europe à cause de Poutine. J'ai pas envie qu'il nous envoie une bombe nucléaire dans les coins de la France, de la Belgique, dans toute la francophonie ou dans toute l'Europe. Car on sait que ce fou, il est capable. Domination nette et sans bavure de Alexander Rousseff. Il en fait qu'une bouchée de Ertrouf et aussi de Xavier Woods. Et c'est, je crois bien, celui qui va subir l'accolade, qui est un camel clutch. C'est Ertrouf qui va subir le camel clutch. Et après, ben, il va s'occuper de Xavier Woods, pardon. Et qui va se faire démonter. Tout simplement. Match domination nette et sans bavure, 3,20 pour ce match-là. Et pour l'instant, ce n'est que le début de la montée en puissance de Alexander Rousseff. Même si je sais bien qu'ils vont skipper son nom à la place de Alexander, et bien ils vont le mettre que Rousseff. Voilà, donc maintenant, match pour le titre intercontinental. Bad News Barrett, anciennement Wade Barrett, contre Biggie, et que lui aussi, anciennement Biggie Langston. Donc Biggie, il met son titre en jeu face à Bad News Barrett, parce que Bad News Barrett avait remporté un match de qualification pour le titre intercontinental. Et que le côté Bad News était en place, vu comment il incarnait un peu le côté, vous voyez, un peu journaliste public, qui dit toujours j'ai l'impression d'avoir une mauvaise nouvelle pour vous tous. Donc à chaque fois il nous donnait que des nouvelles mais mauvaises, jamais de bonnes nouvelles avec lui. Si seulement il pouvait s'appeler Good News Barrett, quelqu'un qui nous donne des bonnes nouvelles, ce serait formidable. Mais ça n'a pas fait, quoi. Ça n'a jamais été fait. Et que là, on pensait que Biggie allait conserver son titre face à Bad News Barrett. Mais c'est totalement l'inverse. Car Wade Barrett, Bad News, appelez-le comme vous voulez, en termine avec un sacré Bullhammer. Donc, qui bat Biggie avec un Bullhammer. Je crois qu'il fait 2 fois un Bullhammer, si je crois bien. Et que vous savez bien que le Bullhammer, c'est le coup de coude rouge dans une coudière. Et qu'il remporte le titre, voilà. Ce match-là, allez, 3,5 aussi. Et là, le match qui fait parler de lui. Attendez, par contre, je vais vite venir parce que j'en ai assez d'entendre le bruit de mon chien qui ne fait qu'aboyer pour rien. Donc voilà, je poursuis. Donc je disais, maintenant, place à du lourd. Oui. Le lourd, c'est le Shield face à l'évolution. Comme vous saviez que le Shield a, on va dire, trahi l'autorité pour on va dire, pour être face, donc le côté gentil par excellence, et que l'autorité a mis un prime sur la tête de The Shield, comme ils ont mis un prix sous la tête de Daniel Bryan et de John Cena, peu importe qui sera, on va dire, à avoir à acheter, ou alors un prime, l'air de dire, on a mis ta tête à prix pour qu'on veut faire te taire, on veut te démolir. Donc on se rappelle qu'ils avaient invité tous les catcheurs à détruire le Shield, et c'est au moment où l'évolution est de retour. Mais pas en 4, pas 4 personnes, mais 3 personnes. Donc vu comment Ric Flair n'est plus à leur côté, vu comment Ric Flair, il sait bien que il voit l'avenir sur le Shield, et que le Shield ben, ne sera pas si lointain selon la vision de Ric Flair. Mais bon. Mais sinon, sacré match entre l'évolution et le Shield, vraiment. Un des matchs que j'ai beaucoup aimé. Et que, on va dire, c'est leur premier affrontement en rivalité. Donc un match à 6 personnes. Et bien sûr, c'est un match normal. Hein. On se rappelle beaucoup d'échanges rapides entre le Shield face, justement, soit à Randy Orton, soit à Batista, soit à Triple H. Mais sinon, Triple H ne souhaitait pas
rentrer parce qu'il sait bien que si jamais on fait rentrer Roman Reigns, ben, il y aurait une grosse explosion. Et que c'est à ce moment-là où Roman Reigns commence à devenir chef, en fait. Il avait une opposition de chef. Tandis que ben, l'architecte, celui qui il guide les plans à l'amiable, Seth Rollins, sait comment manier ben, l'environnement du ring. Tandis que un fou furieux, anarchiste lunatique, Dean Ambrose, sait comment être là à tous les bons coups, surtout quand il y a de la baston. Tout simplement. Et que, si je me rappelle bien, il y avait pas mal de bagarres, que ce soit dans le ring ou même à l'extérieur. Et du coup, ben, entre Dean Ambrose et Seth Rollins, donc ils se font allumer soit par Triple H, soit par Randy Orton. Donc c'était les deux camps, enfin les deux parties qui s'affrontent, en laissant Roman Reigns et Batista dans le ring. Donc tout d'abord, je me rappelle qu'ils vont un peu se débarrasser de Seth Rollins, tandis qu'ils vont un peu allumer Dean Ambrose. Donc ils vont l'allumer, jusqu'à ce que ça passe dans les escaliers, là où il y a une partie où on peut aller se faufiler dans les vestiaires, et que c'est à ce moment-là où Seth Rollins, ben, il saute du gradin pour faire ben, un crossbody sur Orton et Triple H, même s'il y avait Dean Ambrose. Et qu'après, ben, Batista, ben, lui, il fait un spinebuster sur Roman Reigns. Il croyait pouvoir faire son Batista bombe, mais sauf qu'il va se prendre un Superman punch de la part de Roman Reigns. Et tandis que Roman Reigns est en train de s'échauffer dans le coin pour préparer à son spear, un truc qui va l'effectuer. Et du coup, ben, il bat Batista comme il bat, on va dire, l'évolution. Donc oui, c'est victoire de The Shield. Donc un match que j'ai adoré, vraiment beaucoup adoré. Et que ce match-là, 3,50. Je mets un 3,50 pour ce match-là. Car j'ai vraiment surkiffé ce match aussi. Je sais pas dans votre côté si vous avez bien aimé, mais moi, je vous dis, j'ai vraiment bien adoré. Et là, encore un match très intéressant. Oui. Dans un match en cage, entre Bray Wyatt, toujours accompagné par Eric Rowan et Luke Harper, contre John Cena. Oui, contre John Cena. Vu comment John Cena il a battu Bray Wyatt à WrestleMania 30, ben Wyatt il veut sa vengeance, il veut sa revanche, tout en, on va dire, en retournant les situations assez étranges. Je vous dis, c'était un petit peu étrange. Je sais pas si c'est à cette période-là ou à ce moment-là où Bray Wyatt il va développer ben, une chanson qui a déjà été reprise, mais qu'il va le faire à sa sauce en disant He's got the whole world in his hand, he's got the whole world in his hand. Donc en gros, il tient le monde dans ses mains, il tient le monde entier dans ses mains. Donc voilà la chanson qu'il va sortir, et que on se rappelle lors d'un épisode de Raw où John Cena ben, il fait une promo et qu'on entendait ben, les enfants en train de chanter cette chanson. En plus c'était des enfants habillés de vêtus noirs avec les masques de mouton que Eric Rowan porte tout le temps. Donc ça y est, on se dit, ça y est, John Cena il est rentré dans un cercle vicieux, un cercle perturbant, et peut-être qu'il court à sa perte. Il court à sa perte d'une courte durée. Et que ça va, on va dire, poursuivre dans le match en cage, où Bray Wyatt, il est pas mal avantagé. Comme il est pas mal acclamé par le public, à chaque fois quand il fait son entrée, eh ben, il y a les flashs de téléphone qui apparaissent dans l'arène. Et en plus, c'est des nombres, hein, des nombres de flashs de téléphone. Hein. Ils sont vraiment nombreux à allumer leur téléphone pour... ben, tout simplement pour l'entrée de Wyatt. Vu comment il n'y a que des lucioles. Donc c'est un peu comme ça.
Ce sont des lucioles qui adorent voler dans la nuit. Et comme je disais, ben, il y avait un gros avantage autour de Bray Wyatt dans ce match. Car on veut que Bray Wyatt remporte le match. Ou alors John Cena. Pour certains, ils auraient préféré John Cena. Mais il faut donner une victoire à Wyatt. Donc il faut quand même lui donner une victoire. Et que pour John Cena, ben, c'est un lockdown, quoi. Vu comment il est bloqué entre Eric Rowan et Luke Harper, plus Bray Wyatt qui peut venir à tout moment. Vu comment il a aussi le fameux truc, vous voyez, quand il fait l'araignée mais à l'envers. Ou encore l'exorciste, comme dans le film L'exorciste. Mais sauf que dans l'exorciste, dans ce film d'horreur justement, eh ben, le genre d'exorciste, eh ben, lui peut faire ça par les escaliers. Donc en descendant par les escaliers sans se casser la figure. Une chose beaucoup plus compliquée, je ne vais pas vous le mentir, c'est très compliqué. Car si on fait ça sans avoir une bonne équilibre, eh ben, on se casse la figure. Tandis que ça, c'est sous le ring. Et faut dire, moi aussi, j'arrive à faire ce genre de truc. Comme Bray Wyatt fait. Donc, c'est de grosse intimidation pour John Cena. Même si John Cena allume Eric Rowan, Luke Harper. D'ailleurs, il y a Luke Harper qui va monter dans le ring. Et que John Cena va quand même faire une bouchée de lui. Et que lorsque Eric Rowan voulait rejoindre, eh ben, je me rappelle, John Cena, il lui prend par la barbe et il le fait cogner dans la barre métallique de la cage. Même quand Bray Wyatt reprend l'avantage et qu'il vient, eh ben, lui va se manger un attitude adjustment. Et c'est à ce moment-là où John Cena, ben, il décide de s'échapper par la porte de la cage. Mais il n'aura pas le temps car il y aura l'intro de Bray Wyatt qui retentit. Vous voyez le... tout le temps l'intro comme ça. Et après on entend... It's got the whole world. It's got the whole world. Une voix diabolique. Et après, quand il nous remonte l'intro, eh ben, on voit un enfant en train de chanter Il tient le monde dans ses mains. Avec une voix diabolique. Bien sûr, c'est exagéré. C'est le micro qui fait ça. Hein. Mais sinon, l'enfant n'a pas une voix diabolique. Donc, un petit garçon qui intimide John Cena parce qu'il a été ensorcelé par la magie de Bray Wyatt. Est-ce qu'il s'est fait laver le cerveau? Avec Bray Wyatt, tout est possible avec lui. Et que c'est là où il se fait surprendre par un Sister Abigail. Et ça permet à Bray Wyatt de s'échapper tranquillement par la porte et de remporter le match. Et après, il prend dans les bras ce petit garçon en disant qu'il a fait du beau boulot et que il lui doit beaucoup une fière chandelle. Et qu'après, ben, avant de quitter l'arène, eh ben, il fait un You Can See Me, l'air de dire « Tu l'as pas vu ça, t'as pas vu arriver ». Et après, ça termine l'intro avec « DAM !» avec l'image de Eric Rowan avec le masque de mouton. Et putain, qu'est-ce qui est incroyable. Hein. Ce match-là aussi, comme avec The Shield, il était incroyable. Ce match-là, ben... allez, je mets aussi un 3,60. J'ai bien adoré. Beaucoup adoré. Voilà. Et maintenant, match des divas. Pour le titre, justement, Paige contre Tamina Snuka. Alors, tout d'abord, vous savez bien que Edge Lee était la championne. Oui, elle était la championne des divas. Lors de lendemain WrestleMania, ben, elle annonce un Open Challenge. Et qui arrive à mesurer à elle? Eh ben, c'était Paige. Alors qu'elle était championne de la NXT. Donc, elle fait ses débuts dans le roster principal, malgré qu'elle est championne de la NXT. Elle affronte Edge Lee. Et elle réussit à battre Edge Lee avec un simple prise finish. Je ne sais plus comment elle s'appelait, mais je crois c'est Rampage ou... non, pas ça. Mais en tout cas, elle prend la jambe et on tombe en arrière. Et du coup, bah, elle a réussi à battre directement Edge Lee et devenir la nouvelle championne des divas. Et du coup, bah, qui va affronter Paige? Eh ben, hashtag sert à rien, oui. Vu comment je m'étais trompé,
que ce soit Natalia. Eh ben non, ce n'est pas Natalia, je me suis trompé. Je suis un con, je suis une merde. Mais je parlais bien de Tamina, car elle n'a servi strictement à rien. Elle va se faire quoi? Elle va se faire détruire par Paige. Même si elle va quand même allumer Paige. Hein. Mais c'est bel et bien Paige qui remporte le match. Avec, vous voyez, elle fait comme un short de sharpshooter, mais retournée inversée. Et elle vous prend les bras et elle vous force à abandonner. Et que c'est victoire de Paige par soumission. Je ne sais plus comment ça s'appelle cette prise, mais en tout cas, je sais bien que elle entoure les jambes, elle vous fait retourner pour que vous êtes couché sous le ventre. Elle vous prend les deux bras et elle vous tord. C'est tout ce que je sais. Ce match-là, 3,20. Et maintenant, le main event. Celui-là, il n'est pas dans le coffret de Bryan, donc ça tombe bien, je vais quand même le citer. Et je crois que ce sera l'un des derniers matchs de Daniel Bryan jusqu'à temps que il doit un peu, on va dire, une retraite de plusieurs mois, jusqu'à ce qu'il revient début janvier 2015. Donc oui, pour le titre du monde poids lourd de la Blood Bleu, dans un match aux règles extrêmes, Daniel Bryan contre Kane. Et le match commence direct, hein, une attaque directement dans l'entrée, jusqu'à ce qu'ils vont au ring, ils vont s'attaquer, ils vont se frapper, ils vont se donner des sacrés coups d'armes, que ce soit kendo ou coup de chaise. Bref, c'est du porte-nawak. Jusqu'à ce qu'ils vont dans les vestiaires. Oui, ils vont dans les vestiaires, ils vont se frapper dans les vestiaires. Ils vont s'allumer jusqu'à ce que Kane, il trouve il trouve une télévision et qu'il balance la télévision dans la direction de Daniel Bryan alors qu'il y avait une bassine d'eau. Il y avait une bassine d'eau remplie. Et du coup, il y a de l'électricité qui ressort. Et que la caméra, elle souffrait beaucoup de bugs d'image à cause de la violence et surtout des fils qui a failli se débrancher. Donc, heureusement que la production essaie de régler le problème. Et qu'après, on arrive directement dans le parking, où ils vont se battre dans le parking vers directement l'auto. Dans un auto, je ne sais pas quelle marque de l'auto, mais en tout cas, ils vont se battre près de la voiture. Et que Kane avait même pris une bonbonne pour faire exploser Bryan avec. Mais heureusement que la bonbonne est passée à travers la vitre. Et que Daniel Bryan a la lucidité de s'en sortir. Et après, il y avait une autre caisse où Daniel Bryan a pris un pied de biche ou un cric. Non, c'est plutôt un pied de biche. Et il met KO Kane. Et après, vu comment il ne peut pas faire le tomber partout ailleurs, parce que ce n'est pas un match Falls Count Anywhere, il voudrait trouver quelque chose pour déplacer ce monstre dans le ring. Et c'est là où il a eu l'idée transporteur à palette, où il met justement Kane dedans, et qui va d'abord l'asséner des coups de pied de biche, et après il va rouler justement le transporteur à palette jusqu'au ring, et que il le fait ramener au ring, et c'est au moment où il monte sur le transporteur à palette, où il fait son Flying Headbutts. Donc ça descend du coup de boule, et quel magnifique Flying Headbutts. On a l'impression que c'est un oiseau quand il fait son Flying Headbutts. Et qu'après, vu comment il veut en finir, il est déterminé à finir le match pour le running knee. Et c'est là où Kane, il se remet debout. Mais Daniel Bryan, il réfléchit pas. Il veut partir direct pour son running knee. Mais Kane, il veut l'emporter dans un chokeslam. Et mais que Kane, il s'est totalement engouré par rapport à son ancien coéquipier, qui est Daniel Bryan, vu comment il esquive la prise. Et qu'il le part dans un yes lock. Mais le monstre ne va pas abandonner car il a pris un kendo. Ça ne va pas empêcher Daniel Bryan de prendre le kendo pour le faire abandonner avec, même s'il s'en sort. Et qu'après, je crois qu'il le met KO avec un chokeslam. Sur la table des commentateurs, il fait traîner
Daniel Bryan au ring. Et si je crois bien, c'est là où il sort une table. Et on voit que à l'extérieur, enfin, dans la jupe du ring, il y avait de l'essence. Donc c'est là où il va prendre une bouteille d'essence. Il va commencer à enflammer la table. Et il va aussi mettre le feu. Donc on se dit, qui va passer à travers la table? Est-ce que c'est Daniel Bryan? Eh bien non, ce n'est pas Daniel Bryan. Ce sera Kane qui va se recevoir tout d'abord un low blow. Il va avoir le petit balancier pour aller jusqu'à la table. Donc il se fait cramer, mais heureusement que les gars qui ont des instanteurs ont intervenu à temps et que Daniel Bryan il en finit le boulot avec un running knee et qui remporte le match. Donc c'est victoire de Daniel Bryan. Ce match-là, je lui mets 3,60 aussi. Car il était extrême, malgré qu'il y a une différence de match, mais j'ai bien adoré. Même s'il ne faut pas trop crier victoire trop tôt, vu comment Kane, il est encore debout, il est encore vivant. Et qui fait jaillir des flammes, l'air de dire, c'est pas terminé. Crois-moi. Mais pour nous, ça va être terminé, vu comment j'ai déjà assez tout cité, et que je suis un peu essoufflé à force de parler. Et que j'ai pas envie trop de raconter n'importe quoi, parce que c'est en étant à avoir la gorge sec que je dis n'importe quoi. Donc, vu comment le show j'ai aussi apprécié, mais beaucoup apprécié, et que pour les matchs, le bonus, les scènes promo et l'ensemble, et que je me rappelle qu'il y avait des interviews. Il y avait des interviews aussi. Donc, allez, bonus avec un interview plus un match. Ouais, parce qu'il y avait l'interview de Daniel Bryan qui réagit à sa victoire, de Bray Wyatt qui réagit aussi à sa victoire. En plus, c'était par des journalistes. Hein. Donc, c'est tout ce que vous pouvez savoir. Mais que pour tout l'ensemble du DVD, je lui mets un 4,5. Je lui mets un 4,5 malgré une différence d'ambiance. Si vous trouvez que c'est un peu moyen ou alors vous êtes blasé, faites-moi savoir, je serai curieux. Et que cette review est terminée, c'était DVD Pro Catch. J'espère que ça vous aura vraiment bien plu. Et si cette vidéo vous avez vraiment aimé à regarder, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch.